Combien de temps un homme peut-il tenir avant que son corps décide à sa place? On continue la saison 4 avec Bernard Cosins. Bernard, on s'est rencontrés au Festival au cœur de l'homme voilà 2 ans. Et à l'époque, on avait enregistré une petite capsule avec d'autres hommes pour un épisode spécial du podcast. Et quelque chose était resté de cette rencontre et j'avais envie de la prolonger dans un épisode complet. Et Bernard, il a 55 ans, il est père de 2 enfants. Il est thérapeute psychocorporel, il accompagne par le corps dans une approche qu'on appelle la psychologie biodynamique. Mais ce métier, il l'exerce que depuis peu en fait, parce qu'avant, il y a une autre vie. Un parcours plutôt classique, comme il le dit. Il rencontre la mère de ses enfants à 19 ans, c'est sa première relation. De là en découle une situation avec tout ce qu'il faut. Des enfants, un bon poste dans une grande entreprise, une femme magnifique, des beaux amis. Et pourtant, vers 35 ans, quelque chose se fissure de l'intérieur. Il se met à pleurer avant d'aller travailler, sans comprendre pourquoi. Parce que Bernard, c'est d'abord un homme de devoir, sur le modèle de son père, celui qui tient, qui assure, qui ramène la sécurité. Et il a tenu comme ça pendant des années, jusqu'à un poste de trop, un management qui broie et un corps qui finit par lâcher d'un coup, un matin, à la médecine du travail. Et dans cette conversation avec Bernard, on prend le temps de comprendre son approche, cette idée que le corps garde la trace de ce qu'on a vécu. Mais l'essentiel est ailleurs dans son parcours d'homme. On parle de ses années à fuir en avant, à tout changer sauf l'essentiel, ce qu'on transmet à ses enfants, ce qu'on répare dans la lignée des hommes, les schémas qu'on rejoue dans nos relations sans les voir. Et cette chose si simple et si difficile pour les hommes, demander de l'aide. D'homme à homme, c'est un espace où l'on explore les parcours masculins pour comprendre ce qui nous construit et ce qui peut nous transformer. Bonne écoute. Salut Bernard. Salut Loïc. Welcome, bienvenido dans ce podcast. Ouais, merci. Comment tu te sens et avec quoi tu arrives avec nous? Ah, écoute, je me sens plein de soleil, hein. Mmh. Bon, la météo, elle est, ouais, au sens propre comme au sens figuré. Il y a plein de soleil en moi. Je viens de passer un super week-end, voilà, à me baigner dans les rivières, à profiter du soleil. C'était super chouette, voilà. Et puis, intérieurement, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, voilà, d'être avec toi là aujourd'hui. Un peu traqueux. Un peu traqueux de me montrer au monde, voilà. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, ouais, ouais, vraiment très très heureux d'être là, voilà. Et avec quelque chose qui est de l'ordre du chemin qu'on va faire ensemble pendant ce temps, quoi, tu vois? Voilà, je sais pas où on va et je suis très curieux de ça, donc ça, c'est super. Voilà avec quoi je suis ce matin. Mmh. Merci. Mmh. Merci, merci. Ouais, moi j'arrive avec aussi un peu plus de soleil. Pour la petite histoire, on devait enregistrer cette interview la semaine dernière et on a eu un souci technique et je pense que la météo, elle était pas terrible la semaine dernière, donc je me sens beaucoup plus léger aujourd'hui, de pouvoir faire cette interview avec toi. Ouais, il y a quelque chose qui s'est apaisé en moi et je sens qu'il y a de l'espace pour accueillir autre chose, je sais pas quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ma vie, mais je sais pas quoi. Ouais, j'ai ce ressenti. Donc j'arrive avec de la légèreté à cet endroit-là, de la joie parce que je viens de passer 4 jours à danser, donc je suis dans le corps, fatigué à la fois, mais à la fois énergisé. Une espèce de dichotomie à cet endroit-là. Et voilà, puis en joie parce que c'est vrai que pendant que tu étais en train de faire ta météo intérieure, je me suis rapidement reconnecté à ce moment où je t'avais interviewé au Festival au cœur de l'homme, cette petite capsule qu'on s'était fait avec d'autres hommes. Donc Exact, ça ouais, ouais, tout à ouais, fait. Je m'en suis ouais. souvenu quelques jours avant en me disant: Bernard, comment tu te présentes? Qui es-tu? «Ah, comment je me présente?» Comment Ça, tu c'est te la montres au fameuse monde? question. C'est, en fait, comment je me présente au monde, tu vois? J'ai envie de dire, ça dépend du monde. Ouais. Mais, j'ai
bah, il y a une phrase que j'aime dire, mais qui est hyper courante et qu'on entend souvent dans ton podcast «Je m'estime être un homme en chemin», tu vois? En tout cas, je suis un homme, qui depuis quelques années, a été confronté à des choses difficiles et qui à un moment donné s'est interrogé, s'est posé des questions, Mmh. et depuis je suis sur ce chemin-là en fait hem, de connaissance de moi, de de mes façons de fonctionner en fait avec le monde, avec les autres et heu et et de toujours découvrir d'autres choses en fait. De toujours, découvrir d'autres facettes. Voilà et après c'est, il y a quelque chose comme, je suis en quête d'une essence, on appelle ça du soi, tu vois, dans certains domaines, mais en tout cas, comme quelque chose qui a envie d'aller de plus en plus vers une sécurité intérieure, vers une paix intérieure et en lien avec les autres, tu vois? Donc je sens de l'émotion là quand je le dis, mais c'est vraiment ça, voilà et voilà, avec mes 55 ans, c'est là où j'en suis. Et puis je lie, ce parcours personnel avec, mon activité de de thérapeute, thérapeute psychocorporel en psychologie biodynamique. Peut-être qu'on y viendra, mais pour moi, j'ai pas, le Bernard perso et le Bernard pro, quoi. Mmh. Pour moi, Les 2 c'est sont liés. vraiment, c'est les 2 parce que quand j'accompagne les personnes, je suis vraiment moi-même le plus possible et d'ailleurs, ça m'amène à me dire, tu vois, on l'avait évoqué en préparant un peu le podcast, mais tu vois, je me dis: «Mais quelle posture je prends, en fait, ici, entre, ce qui est finalement l'esprit du podcast et en plus encore plus l'esprit de cette quatrième saison comme tu le présentes dans ton petit mot d'introduction là. C'est, où est-ce que je me situe, en fait, tu vois? Est-ce que je suis dans le Bernard intime ou de l'intimité que les proches me connaissent ou est-ce que je suis juste dans le Bernard, Cousins, thérapeute, tu vois? Et en fait, en préparant ce podcast, je me mettais un peu des freins, des barrières. On va voir ce qui va devenir, hein, je sais pas. En me disant: «Ah, faut que je fasse attention à ce que je peux dire», Finalement, j'ai plutôt envie de lâcher un peu et d'être dans mon authenticité. Parce que, pour moi, c'est la clé de la rencontre, hein. C'est vraiment la clé de la rencontre et je vois avec mes clients ou mes patients, on y viendra peut-être, mais la différence entre les 2 qui ni l'un ni l'autre ne sont justes d'ailleurs. Qu'on dise client, qu'on dise patient, ni l'un ni l'autre ne sont justes, mais souvent je leur dis, voilà, vous pouvez être dans votre authenticité, vous pouvez être vrai, en fait. C'est là où vous allez, pouvoir toucher quelque chose de juste, en fait. Voilà, donc comment je me présente, c'est ça, ouais, on viendra peut-être sur le parcours, mais aujourd'hui, moi, je chemine et j'accompagne des personnes, hommes ou femmes, à cheminer, alors à traverser aussi, parce qu'en tant que comme j'accompagne en psychothérapie, il y a des choses assez ardues quand même. Mais, j'ai cette âme ou en tout cas ce projet professionnel de pouvoir accompagner des personnes vers un mieux-être, voilà, quelque chose qui eux-mêmes peuvent s'engager sur un chemin en fait d'exploration personnelle et traverser ce qu'ils ont à traverser, quoi. Voilà. Mmh. Chemin. Ouais. Chemin, On chemin. on va y venir à ton chemin. Heu, ouais, ce que tu évoquais là, c'est une de mes questions de ces derniers temps, c'est, cloisonnement quand même. Comment quand même je cloisonne ma vie, tu vois? Je il y a quand même, moi cette réflexion que j'ai eue entre le pro et le perso, entre les gens, qui sont dans ma sphère, famille, amis, avec qui je parle de quoi et cetera. Là où j'aurais voulu être presque trop ou tout ouvert, je reviens à quelque chose de peut-être, il y a peut-être des endroits en fait où je peux cloisonner, hein. Mmh. Il y a peut-être des choses avec qui je vais pas parler et cetera. Voilà, et où je vais cultiver certains liens à certains endroits, hein, de façon plus profonde ou pas. J'en suis là, en tout cas, dans cette réflexion avant d'être dans peut-être une espèce de d'ultra transparence qui est peut-être too much et que peut-être des fois elle est peut-être pas forcément, bonne, ou pas juste en tout cas, avec certaines personnes à certains moments de vie et cetera. Et ouais, voilà, j'avais envie de de partager cette Mais ouais, réflexion.
Mais je partage complètement ce que tu dis, hein. Ouais. Cloison, moi, ça me paraît fort pour moi, mais Mmh. c'est vrai que, comme je te disais, ouais, tout à l'heure, je disais, ça dépend du monde, en fait. Il y a il y a, hem, il y a des personnes, quels que soient les milieux, je sens que j'ai pas l'espace de partager, tu vois, mon intimité, enfin, pas forcément mon intimité, mais d'aller dans ma vulnérabilité. Je peux me mettre dans un rôle, en fait, parce que j'ajuste en fonction de ça. Je me sens pas me protéger. Tu vois, c'est pas forcément une crainte de quelque chose, mais c'est à la fois pour que le lien soit juste. Voire même, je pense que ça peut être, dérangeant pour la personne finalement quand Mmh. on arrive avec trop de choses ouvertes comme ça. Ouais, tu vois, il dit: «Ouais, attends, j'en fais quoi?» Enfin, quelqu'un qui est pas forcément là-dedans. Là, on est tu vois, dans le podcast, on est déjà dans ce contexte, dans cet univers. Je t'écoute depuis longtemps et je peux imaginer que les hommes et les femmes qui nous écoutent, sont aussi s'ils sont là pour ça, c'est que ils sont dans une ouverture, dans quelque chose. Donc il y a déjà un contexte dans lequel je me sens, tu vois, pouvoir livrer des choses. Et effectivement, hem, il y a quand même des espaces différents. Mmh, mmh mh. Par exemple, moi je suis en quand j'accompagne mes clients, mes patients, alors je fais une petite parenthèse, hein, client, patient, j'ai envie de le faire, mais Ça heu, ça te titille. ouais, parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre ne sont ne s n'est juste pour moi. Effectivement, moi je travaille en tant que thérapeute et j'ai des personnes qui viennent en séance et qui me payent. Bon, je suis pas dans le système de remboursement, donc effectivement, je vis de ça. Mais c'est pas que des clients, quoi. Enfin, je veux dire, il se passe tellement de choses dans l'alliance thérapeutique à un moment donné qui se met en place que, bah, il c'est vraiment un rapport, humain, en fait, qui se crée. C'est pas non plus des patients, parce que pour moi, les patients, ça veut dire qu'ils sont malades, en fait. J'ai pas des gens qui sont malades. J'ai pas des personnes, il y a des personnes qui vont pas bien, mais qui peuvent être malades, mais je les considère pas comme étant des malades, en fait. Je les considère effectivement peut-être avoir des symptômes, physiques, des douleurs, enfin des choses qui se passent dans le corps, mais c'est pas non plus des patients que je dois soigner. Enfin, j'estime pas faire du soin, je m'occupe pas du symptôme, en fait. Je vais essayer de voir la genèse de la chose. On y reviendra, mais je peux être lancé sur la psychologie biodynamique, mais voilà, et en fait, ni l'un ni l'autre n'est juste pour moi. Client, patient. Alors, je peux faire clician ou palliant, mais bon, ça c'est pas très joli. Mais, dans le cadre du travail, dans mon cadre en tout cas, par exemple, je parle jamais de moi. Je parle pas de ma vie privée, je parle pas de mes expériences, très rarement, éventuellement des personnes que je suis depuis longtemps, si tu veux, je peux donner des éléments, mais pour moi, l'espace, c'est l'espace de la personne, en fait. Je sais pas moi à envahir cet espace-là. Bien évidemment, j'ai un cadre et que je respecte, mais, mais voilà, donc oui. On peut pas être authentique avec tout le monde et voilà. Bien évidemment qu'on a des places, mais on a des rôles et puis au sein de ces places et de ces rôles, on a nos différentes personnalités, nos différentes parts de nous. On deal un peu avec tout ça, quoi. Voilà, on chemine avec tout ça. Ouais. Pour être dans le présent, en tout cas le Bernard d'aujourd'hui, avant d'aller voir peut-être, pas peut-être, on va aller voir Ouais, avant non. d'aller voir un peu avant. Hem, je sens que tu as envie de nous présenter la psychologie biodynamique. Je sens que tu as envie de et je pense que Oui, ouais, comment ouais, décrire à quelqu'un qui connaît rien à ça? alors quelqu'un qui connaît rien. Ouais. Oui, j'en ai fait mon métier, pas depuis très longtemps, hein, depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Hem, le Bernard d'aujourd'hui, il y a une activité, voilà, je suis thérapeute psychocorporel, en psychologie biodynamique. Donc j'accompagne des personnes en psychothérapie, en travaillant avec le corps. Donc les thérapies psychocorporelles, il en existe d'autres, hein. On peut travailler en gestalt, on peut travailler sur H. Mais la psychologie biodynamique, en fait, c'est une approche, qui remet le corps au centre de l'accompagnement thérapeutique, et qui remet le corps, avec ce qu'il est et avec ses qualités, avec ses ressources et dans l'accompagnement, donc il y a plein d'outils différents, mais hem, au lieu de se focaliser, par exemple, sur la demande de la personne ou elle a une problématique, on va travailler sur cette problématique, heu, corporelle, une problématique psychique.
ou elle a, des douleurs à tel endroit depuis longtemps. Voilà, au lieu de se focaliser là-dessus, se dire: «OK, on va travailler ce truc-là», ou au lieu de travailler sur justement une thématique, on prend l'ensemble de la personne avec quoi elle arrive. Moi, au fur et à mesure des séances, en tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. C'est, dans mon cadre, j'essaie de voir les personnes tous les 15 jours et je prends la personne telle qu'elle est, en fait, avec quoi elle arrive à ce moment-là. C'est quoi l'actualité? Et si quelque chose émerge en lien avec l'histoire, en lien avec un trauma passé, OK, on va les regarder. Mais je me dis pas: «Allez, je vais me faire une anamnèse, c'est quoi? Vous êtes né quand? Vos parents?» et cetera. En fait, je fonctionne pas comme ça. Et la particularité de la psychologie biodynamique, c'est qu'on part de la personne, c'est que elle a en elle ce qu'on appelle le noyau sain. Ça, c'est vraiment propre à la psychologie biodynamique. C'est-à-dire qu'une personne, en tout cas, c'est comme ça que je Ouais, vois les choses, c'est ma c'est croyance. l'oignon, hein, l'oignon sans les Ouais, alors couches. il y a l'oignon, ouais, alors on peut le faire l'analogie de l'oignon, donc le travail, c'est de retirer les peluches, mais les peluches, pas les peluches, c'est joli d'ailleurs, mais les pelures, Les couches. hem, les couches, ouais. En fait, on arrive au monde, voilà, on est une âme incarnée à un moment donné auprès de 2 personnes qui sont, donc nos parents. Le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe et quand on arrive au monde, en fait, on est avec ce noyau sain, on est avec ce quel cette pureté, en fait, qu'on a en nous et on est hyper vulnérable, en fait, quand on est tout petit. Et ce noyau sain, en fait, il va devoir s'adapter au monde. Et on arrive tous dans des familles qui sont plus ou moins dysfonctionnelles, voire très dysfonctionnelles. Et du coup, et on a des mécanismes d'adaptation qui vont se mettre en place. Donc, on commence à créer une personnalité primaire, voilà. Donc, et après, au fur et à mesure, on crée une personnalité secondaire. Et ça se fait de la toute petite enfance, voire intra-utérin, en fait, avant même la naissance, jusqu'à l'âge adulte, en fait. Et on est tous pris finalement dans cette personnalité secondaire qui est une personnalité d'adaptation au monde en fait, de comportement, de lien. Voilà donc après, Wilhelm Reich qui était un élève de Freud, heu, dont la psychologie biodynamique se base, sur laquelle la psychologie biodynamique se base, avait créé les différents caractères, le masochiste, le schizoïde, le rigide. Donc il y a effectivement c'est finalement des chemins d'adaptation. Et la psychologie biodynamique, c'est de se dire: «OK, comment on va travailler autour de ça pour refaire amener la personne à recontacter sa personnalité primaire et son noyau sain». On peut le dire son soi, son essence, on peut le dire de façon différente. Mais c'est vraiment ça et de s'appuyer sur les ressources, sur les qualités. Voilà. Heu, ouais, voilà comme je présenterais en fait la psychologie biodynamique. Je rajouterais qu'il y a une thérapie corporelle, c'est-à-dire que, ça part du principe que toutes les expériences de vie, tous les traumas qu'on a pu avoir, que ça soit des traumas de répétition ou que ça soit des traumas ponctuels très forts, toutes les névroses qui se développent, en fait, elles restent dans le corps. Mmh mh. Un travail psychologique ou psychanalytique, on va mentaliser, on va comprendre, on va schématiser, on va adapter des concepts, pour les comprendre. On peut faire même du tri. Enfin, voilà, l'amnésie traumatique, ça existe, hein, on se souvient plus de certaines choses. Par contre, le corps, il garde en mémoire tout ça. Dans les tissus, dans les cellules, dans les fascias, dans le fonctionnement du système nerveux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on est, en fait, on est fragmenté, on n'a pas de conscience du corps. On est complètement vulnérable, en fait. Le 1er regard, enfin le premier contact qu'on a avec la mère, un nouveau-né, quand il sort, il a le regard ouvert, il a les yeux ouverts. Il cherche le regard de sa mère. C'est la première phase de développement, en fait. C'est la phase oculaire et après, il va y avoir la phase orale, en fait, où il va avoir faim, il va manger. Mais on est complètement tributaire pour survivre, pour vivre, pour ne pas mourir, du contact avec la mère, bien sûr, du contact, de la chaleur, de la résonance Mmh. et hem et tout ça, bah, en fait, on le garde en nous. Donc la thérapie psychocorporelle, elle va travailler sur le corps parce que quand on va travailler en massage, par exemple, ou quand on va travailler sur une invitation à se mettre en lien avec ses sensations corporelles, en psychologie dynamique, on appelle ça la végétothérapie, où ça travaille sur le système végétatif, le système nerveux. On va reconnecter tout ça, d'une façon ou d'une autre, sans forcément aller dans un travail de reparentage, mais on va réorganiser quelque part, en fait, les cellules, les fluides, les tissus, les muscles et c'est fondamental, en fait, dans le travail psychocorporel
pour moi, une psychothérapie ne peut se faire que par le corps pour être complète, très Ouais, clairement. j'avais presque envie de te te poser cette question un peu piquante, mais du coup, quel est le bah, j'ai pas de recul encore assez là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore un intérêt, à une thérapie juste cognitive ou en tout cas juste, avec le mental, avec la tête? Heu, j'ai l'impression que oui, mais en tout cas, Oui, ça semble pas suffisant en tout cas, ça c'est sûr. tout dépend de ce que la personne, dans quel élan elle est quand elle à un moment donné, quand elle a le courage, quand elle fait le choix, ou quand on lui conseille, peu importe, dans quel élan elle est quand elle va voir un thérapeute? Mmh, Dans quel élan elle est quand elle va voir un psychiatre, quand elle va voir un psychologue? Et jusqu'où elle veut aller? Est-ce qu'il y a un problème, un passage difficile à régler? Un deuil, une séparation, changement de travail? OK, et on comprend des choses, on comprend des mécanismes et c'est OK et puis du coup, moi je continue ma vie. Jusqu'à quel niveau de profondeur on a envie de travailler? Donc mmh bien mh. sûr que c'est utile, mais c'est évident. Je veux dire, le fait d'être chez quelqu'un, une personne neutre, qu'on connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, qui t'écoute, qui te pose des questions, voire qui te propose de t'allonger, déjà rien que ça, tu mets à l'extérieur, c'est-à-dire que tu restes pas seul avec ce que tu es, tu mets à l'extérieur quelque chose. Donc la verbalisation, elle est hyper importante. Elle est Oui, pas du tout juste un espace inutilisée. d'écoute, ça peut suffire, des fois. Mais c'est sûr, tu vois, Mmh, on le voit dans les tu vois, dans les cercles d'hommes, dans d'autres choses, c'est pas forcément des cercles thérapeutiques, mais comme ça peut libérer des choses, en fait. Donc c'est évident que c'est important. Mais ce qui est important, c'est que dans le corps, il se passe ça aussi. Dans le corps, les choses évoluent. On En tout cas, en psychologie biodynamique, on va travailler sur l'autorégulation du système nerveux, en fait. Hem, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais c'est vrai que, heu, la fondatrice de la psychologie biodynamique, Gerda Boyson, elle a travaillé assez tôt, à la fois sur le fonctionnement du système nerveux autonome, parasympathique, sympathique, et elle a travaillé, sur ce qu'on appelle le psychopéristaltisme. Le péristaltisme, c'est la digestion du bol alimentaire. Le psychopéristatisme, c'est la digestion des émotions. Qui n'a jamais eu mal au bide quand il était stressé? mmh, mmh. La digestion des émotions. Mmh, Voilà, mmh. on sait que c'est le siège des émotions qui est ici et donc on travaille d'ailleurs avec un outil qu'on appelle le stéthoscope. En fait, c'est pas un stéthoscope de médecin, mais c'est un petit boîtier avec un capteur qu'on met sous l'abdomen de la personne pendant qu'on la masse. OK. Ouais, c'est propre à la psychologie biodynamique. C'est pas nécessaire de travailler avec ça, hein, mais ça peut donner une indication de voir si le psychopéristatisme est ouvert. On entend des sons qui sont variables, qui changent. On cherche pas spécialement à ce qu'il y ait un son particulier ou du son. C'est juste une observation de qu'est-ce qui se passe chez la personne. Et chez la personne, il y a des personnes pour qui c'est assez ouvert, des personnes pour qui c'est fermé, il y a des personnes pour qui c'est fermé à un moment, mais on sent que pendant le massage ou pendant la thérapie, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, on va travailler en fait sur ça, sur l'autorégulation du système nerveux et sur, hem, le cycle émotionnel, le cycle neurovégétatif. Je suis vachement théorique en fait, hein. Là, Ouais, je suis ouais. passionné par mon métier, si c'est saoulant, vous me dites. Non, Non. non, je termine avec ça, mais le cycle neurovégétatif, c'est de se dire, comment le corps, à un moment donné, on part du principe basique en fait, on est tranquille, tu vois, on est bien, je sais rien, on est au bord de la piscine, on est avec des amis, le système nerveux est tranquille, on est dans un état d'homéostase et après il peut y avoir un stimuli. Ça peut être n'importe quoi, hein, quelqu'un qui nous jette un seau d'eau, un accident de voiture et en fait, le système nerveux, donc il y a le sympathique qui va se mettre en route, qui va réagir, qui va monter en charge et là, on a effectivement, on entend souvent parler dans ton podcast, on a les 3, 4 ou 5 réactions, la fuite, le combat, le figement, la mise en relation, les Communication 3 non F si on dit en anglais et dans la boucle, il faut qu'il y ait une expression de la charge. Crier, bon, ces réactions-là, effectivement. Si l'expression de la charge se fait pas, hem, ou si elle se fait mal, on reste un peu coincé dans cette boucle-là, en fait. Et la phase d'intégration et de digestion, elle peut pas se terminer correctement. En fait, tout ça, le corps, il va l'engrammer, il va le garder en lui, à différents endroits. Comme je disais, dans tous les tissus, dans les cellules,
dans les fascias, quoi. Et même à force, ça crée même une structure caractérielle, comme le disait Reich, ça va modifier le corps. Ça va il y a des parties du corps qui vont être surinvesties pour pouvoir s'adapter à ce qui a été, créé, et des parties du corps qui vont être désinvesties. Mmh mh. Et c'est hyper important de pouvoir terminer les boucles, en fait, pour que dans le corps, ces trucs qui ont pas été finis puissent terminer. Et dans la vie, bah, des fois, on entame des boucles, on la finit pas, puis il y en a une autre qui revient derrière, puis il y en a une autre qui vient derrière, puis il y en a une autre qui vient derrière. Et en fait, bah, voilà, on a des douleurs à l'estomac, on a, des problèmes de peau, enfin, je ne sais quoi, hein, toute C'est sûr, manifestation c'est pas corporelle. en tout cas, ce que tu me disais, ça moi, je suis toujours curieux de voir les gens, comment ils leur posture, leur corps dans l'espace ou ne serait-ce comment ils se tiennent. Même les gens que moi, j'observe les gens qui courent et c'est toujours intéressant de voir comment ouais, ce que le corps peut raconter, en fait, ne serait-ce que par ça, quoi et donc ouais, ça m'évoque ça à un endroit. Mais ouais, c'est vraiment ça. Alors bien sûr, on a des gènes, donc on va ressembler physiquement à nos parents, plus ou moins, c'est sûr. Mais néanmoins, on a effectivement des attitudes. Moi, je peux faire des lectures corporelles un peu des personnes. Ça me donne des indices. J'ai pas, bien évidemment, je connais pas l'histoire de la personne au travers de la lecture du corps que je peux faire, mais ça me donne des indices en fait sur ce qui, à quelle phase il y a pu y avoir un peu des dysfonctions. Mais voilà, et ouais, l'idée, c'est dans la psychologie biodynamique, c'est vraiment de terminer ces boucles émotionnelles. D'où l'intérêt du travail corporel et d'intégrer en fait, d'intégrer pour que les gens se posent en fait. Voilà, moi, ma façon de travailler, en tout cas, comme je l'adapte, je vais pas forcément aller chercher à créer de l'explosif, tu vois? À aller travailler la colère, à aller crier, à aller, Ça mettre peut être des doux aussi. mots. Ça peut être doux le Oui, le exactement. release. Bah, tu vois, tu dis release, mais il y a ouais, dans psychologie biodynamique, on parle de bio-release ou de bio-intégration. C'est vraiment des massages où on va, le but, c'est vraiment d'amener, à terminer ces boucles émotionnelles, à ce que le psychopéristatis se pose et que la personne puisse se poser dessus. Des fois, on ne sait pas sur quoi on travaille, hein. On va travailler sur le corps et on est en train de terminer, de boucler des choses d'avant, quoi. Et pour moi, c'est fondamental, en fait, dans le travail en psychothérapie. Heu, voilà, donc psychologie biodynamique, rien à voir avec, Steiner et la biodynamie, mais en tout cas, on travaille sur le vivant. On Mmh. travaille sur le vivant de la personne, on travaille sur ce qui est là et ouais, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de travailler avec le corps. Je suis curieux, pour partir un peu sur là où j'avais aussi t'inviter, c'est comment on se fait aider et accompagner, aujourd'hui et je suis curieux de voir, comment, de ton point de vue, en tout cas, comment les gens aujourd'hui sont en lien avec, se faire accompagner, aller vers une thérapie et notamment les hommes. Que tu constates Ouais, quoi actuellement? ouais. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors je vais parler en jeu de mon expérience, hein, bien évidemment. Hem, alors j'ai envie de dire, c'est de ce que je vois, bon déjà j'ai beaucoup comment? De bienveillance par rapport aux personnes qui viennent, tu vois? C'est pas simple de chercher sur internet, de prendre son téléphone et de dire: «Ah, il y a un tel, il a l'air pas mal, je vais commencer une thérapie». Moi, ce que je vois, c'est que, j'ai en tout cas dans mon cabinet, dans les personnes qui viennent me voir, souvent, ils ont déjà fait un travail thérapeutique avant. Voire souvent un travail qui est uniquement mental avec un psychiatre ou un psychologue et qui ont envie de découvrir, qui voient que ça chemine pas trop, ça patine un peu et qui ont envie d'essayer autre chose. Hem, heu, alors il se trouve, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai plus d'hommes que de femmes. Pourtant j'ai OK. aucune communication, tu vois? Je me spécifie pas là-dessus, dans le sens où, je dis pas que je fais des accompagnements d'hommes ou des choses comme ça, mais j'ai plus d'hommes, et je trouve ça intéressant parce qu'on le sait, c'est en train de bouger, mais il y a beaucoup moins d'hommes en tout cas
qui s'inscrivent dans une démarche de compréhension, de recherche, de là où ils en sont, de comment ils peuvent traverser. Moi, je vois même dans ma formation, j'ai fait une formation où il y avait 90 de femmes, si tu veux. Les hommes, on était Classique. vraiment une minorité, hyper classique. C'est en train de changer un peu. Et moi, ce que je vois, c'est ça. Je suis heureux et surpris de voir à la fois des hommes, j'ai des hommes de mon âge, pas forcément plus âgés, j'ai des hommes plus jeunes, mais j'accompagne aussi des jeunes, tu vois? Des jeunes de 22, 23, 24 ans, qui ont des parcours plus ou moins simples, mais qui se prennent en main, tu vois? Qui se prennent en charge et je trouve ça super beau, en fait. Je trouve ça super beau de voir ça et qui se questionnent et d'accompagner effectivement des personnes qui ont une génération de moins que moi, qui ont l'âge de mes enfants. Hem, à la fois, je trouve ça très beau et à la fois, ouais, ça me donne une j'ai l'impression que ça me donne une il y a une responsabilité d'être thérapeute, mais encore plus. Je Mmh. pense que ma posture et mon travail va être différent d'une personne qui a mon âge. Je peux avoir des tu vois, expériences professionnelles différentes, séparation, tu vois, il y a des choses qui résonnent dans mon histoire. D'un jeune qui résonne plus dans l'histoire de mon fils, tu vois? Ou de ma fille et là, je sens ce truc du ouais, l'énergie est pas la même, en fait. Et j'ai des personnes qui arrivent avec une volonté que ça bouge vite, quoi. Un peu d'impatience, tu vois? Un peu d'impatience. Alors est-ce que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de com justement sur les thérapies brèves? Hem, ouais. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ma façon d'accompagner. On Peut-être un peut peu l'op pas, réparer quelque chose en profondeur, qui s'est installé pendant des années, en fait. On peut pas faire ça en un cycle de 10 séances. Enfin, on peut provoquer des choses, on va avoir des clés de compréhension, mais le corps, il vient dans les mécanismes qu'il connaît, en fait. Il revient dans quelque chose qui voilà, même si on sait que c'est pourri, heu, c'est plus simple d'aller dans quelque chose qu'on connaît. Voilà, on sait qu'on arrive à dealer avec ça que d'aller dans quelque chose qu'on connaît pas du tout, quoi et ça fait peur, en fait. Mmh. Du coup, il y a besoin d'aller traverser, en fait, ça pour pouvoir découvrir des nouveaux chemins, en fait et reprogrammer quelque chose. Donc il y a ça dans les personnes, effectivement, une volonté que les choses, aillent vite. Ouais, ça peut-être un peu de truc plus sociétal qui nous a appris à consommer et à vouloir, que tout de suite. Il y a peut-être, ce truc-là aussi. Clairement, ouais, clairement, je pense que ça s'inscrit dans ce contexte-là, ouais. J'entends ton âge, j'entends que tu travailles sur la famille aussi, non? Du coup, dans dans ton accompagnement. Moi, je suis curieux du coup, bah, de toi. Toi, en plus, Ouais, ton âge, tu vois? Moi, ce qui est j'aime aussi dans ce podcast, c'est avoir un panel d'hommes, plus ou moins jeunes et de voir aussi, comment ces hommes, ils ont grandi, comment c'était à l'époque, comment ils voient aussi les choses aujourd'hui, tu vois? Je serais curieux et après on verra, on y viendra, mais je pense de tiens, à 55 ans, comment je suis avec tout ce qui se passe actuellement, qui va être différent de tiens, je suis un homme, 25 ans aujourd'hui, comment ça se passe pour moi, quoi? Et ouais, toi, tu as grandi dans quel contexte familial? alors, ouais, si je remonte dans le temps, moi j'ai grandi dans une famille, voilà, j'ai 2 frères et sœurs, plus âgés que moi, et puis, voilà, comment dire? En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, où j'en suis aujourd'hui, je pars de là, tu vois? Je suis thérapeute. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, bon, peut-être pas c ouais, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, un jour tu seras thérapeute, j'y croyais pas du tout. C'est vraiment le chemin de vie qui m'a amené ça. En gros, j'ai un parcours très classique jusqu'à mes 37 ans, voilà, où s'est passé 37, 38 ans. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est assez récent. Moi, j'ai grandi dans une famille, assez classique, éducation bourgeoise catholique, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait mes études, j'ai rencontré la mère de mes enfants, j'étais jeune, j'avais 19 ans. On s'est mariés, on a eu des enfants. J'avais une vie qui était bien, quoi, tu vois? J'avais tout ce qu'il Ça fallait. ça a été ta première vraie relation? Ouais, ça a été ma première Ouais. relation. Il y avait quelque chose de pur. Mmh. Femme, c'est la femme avec qui je vais faire ma vie, était vraiment en moi. Ouais, il y avait quelque chose comme ça, quand je le regarde maintenant, il y a quelque chose peut-être d'un peu naïf, mais bon, en tout cas, c'était vraiment ce sur quoi j'étais, quoi, jusqu'à l'engagement avec le mariage.
Après, la vie a fait que, quoi. Il y a eu 18 ans de vie commune, heu, mais heu, mais il y a quelque chose qui a commencé à se fissurer, ouais, vers mes 35 ans. Tu vois, des choses qui, C'était quoi ta situation à l'époque? après j'étais À à cadre, moi. à cette fi juste avant cette fissure? Ouais, j'étais cadre dans une entreprise, je travaillais dans chez un opérateur de téléphonie mobile. Voilà, j'avais plutôt, un bon niveau de revenu, une femme magnifique, des beaux enfants, des bons amis, tu vois? Et il y a un truc qui a switché. Là, j'étais là, je me dis: «C'est pas possible». Enfin, il y a des moments où, j'étais dans la vie et puis j'étais triste, je pleurais. À un moment donné, je pleurais avant d'aller travailler. Mais je comprends pas, j'ai tout ce qui voilà, ça y est, Mmh, j'y suis quoi, tu vois? mmh. J'ai tout ce qu'il faut, J'ai tout ce qu'il faut, ouais. mais Ça totalement, tu avais des inconscient de phases plus précises? C'était quoi? oh, si je me reconnecte à ces souvenirs-là un peu plus anciens, pas trop, à part ce que je viens de te dire, tu vois? Des phases de tristesse, des difficultés de lien un peu, avec ma mère. Heu, tu vois? Quelque chose qui je ressentais de la tristesse, un truc qui était pas juste et alors pas du tout, dans tu vois? J'ai baigné dans une famille où, si tu vas voir un psychiatre ou un psychologue, c'est pas limite si tu es fou, mais ça va pas du tout, quoi. C'est la catastrophe, c'est presque honteux, quoi. Enfin, la génération de mes parents, ils sont nés en 37, tu vois? Enfin, je sais pas si c'est lié à la génération, mais en tout cas, moi, c'était ça. Donc, j'étais pas du tout dans ce truc-là et en fait, le chemin que je prenais finalement, au lieu de travailler sur l'être, j'étais dans le faire. Mmh mh. Je faisais, je faisais, je faisais. Bon, ça va pas, OK, je vais changer et le gros changement que j'avais fait à l'époque, c'était, de changer de travail, de changer de ville. Hem, j'ai pris un travail où j'ai, on va dire, socialement, j'ai pris un travail avec plus de responsabilités, donc j'étais nommé directeur adjoint, d'une société commune mixte locale, donc ouais, un bon poste quoi, tu vois? Costard cravate, Et du coup, tu sentais qu'il y avait un truc à changer, mais tu as commencé par changer des choses avec ça, c'est ça? C'est ça que c'est j'entends? ça. Ouais, j'ai commencé par changer des choses avec ça. J'avais envie de quitter la ville dans laquelle j'étais, j'avais envie de me rapprocher de la montagne parce que j'étais passionné de montagne, tout en étant, entre guillemets «dans le contrat» auquel je m'étais mis, notamment le contrat que je m'étais mis avec mon épouse de l'époque, tu vois? Et en fait, je suis arrivé dans cette entreprise avec Mmh. un poste à responsabilité, et c'est là, en fait, où tout a basculé. Heu, le président de cette société d'économie mixte, était, une personne, on va dire, particulière dans son management, donc il pratiquait ce qu'on appelle le management en harcèlement moral. Je me suis confronté à lui, en fait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été pour moi, ça a été de la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte tout le temps, quoi. Ça a duré 1 année et demie à peu près. Ouais, quand même. Hem, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Il y avait beaucoup de fatigue parce que, j'habitais à Lyon, je travaillais à Grenoble, donc je faisais les trajets tous les jours en train. Je partais très tôt, je rentrais Ouais, tard. ouais, étant de la région, je le sais bien. Il y a des semaines, je voyais pas mes enfants Mmh. et en fait, je me suis usé, quoi. Je dis que j'ai fait un burn-out parce que ça, j'ai pas vu le truc venir et lors d'une visite médicale, de régulière, pas de la médecine du travail, je me suis effondré, en fait. Je devais faire, 10 de tension, j'avais perdu je sais pas combien de kilos et ça j'ai tu vois? Ouais, c'était quoi le rapport au corps à ce moment-là? Moi, je faisais beaucoup de sport, je faisais du VTT, je faisais tu vois, j'étais, le corps comme une machine, en fait. Mmh. Ça Surveiller mon alimentation, mais pour la performance. Bah, tu vois, j'ai pas trop de poids, équilibrer la masse musculaire, j'étais là-dessus, les sensations corporelles, le subtil, j'étais pas là-dessus et je m'étais usé, quoi. Et ouais, je me suis effondré. Tu vois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu cet espace, en fait, cette femme-là,
m'a offert cet espace où elle a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je pense qu'elle devait déjà avoir conscience des agissements de ce monsieur, du président de la SEM, et ça a lâché, quoi. Je me suis mis à pleurer, mais je me souviens, je suis arrivé à 9 heures le matin, j'ai dû repartir, il devait être 13 heures en fait. Ouais. Ouais. Je suis resté, elle m'a allongé dans une salle à côté, le corps a lâché complètement, Mmh. et à partir de là, elle m'a dit: «Bon, je vous mets en inaptitude temporaire. Vous allez pas retourner bosser, hein». Ça a été le Tu ça a ressentais été quoi à ce moment-là? bah, j'étais complètement désemparé, et en même temps, si je me reconnecte à ça, un soulagement d'une reconnaissance de quelque chose, en fait, et voilà, et en fait, ça a été, là, ça a été vraiment le point de départ de ce que j'appelle mon processus thérapeutique. Ça a été un truc très, très fort, en fait. S'en est suivi, 1 an d'arrêt de travail. S'en est suivi un accompagnement, avec un psychiatre, avec des médocs, anxiolytiques, antidépresseurs. Hem, il y a eu toute une démarche. J'ai été contacté par des collègues ensuite. C'est quelque chose qui m'a permis de me remonter un peu parce qu'en fait, finalement, il y avait toute une démarche qui était engagée avec des avocats dans l'entreprise où j'étais. Donc sur les membres du comité stratégique, où on était 13, il y avait quand même 8 plaignants, et sur, les membres des chefs de service, il y avait 30 plaignants. Donc 2 avocats, un avocat pour les chefs de service, un avocat pour les membres du comité stratégique. Donc a été mis en place, en fait, une stratégie pour, faire en sorte que le président de cette entreprise quitte le truc. Donc c'est bien, en fait, ça m'a permis de me raccrocher, en fait. Voilà. Ça m'a permis de me raccrocher, de sentir qu'il y avait du soutien de la part de mes collègues parce que je me sentais très, très seul à ce moment-là. Voilà, et bon, je suis pas rentré dans le détail, mais s'en est suivi une procédure avec une rupture conventionnelle à la fin. Voilà, je me suis sorti de ce truc-là. Mais pour moi, ça a été, le grand chambardement, en fait. Mmh. Ouais. Comment comment tu t'es vu dans cette situation-là de, bah, j'entends l'homme qui fait et puis qui craque parce qu'il y a un truc qui va plus et ça a été accueilli comment par toi, par ton entourage? Enfin, moi, je savais pas où j'étais, je savais pas trop où j'habitais, j'étais perdu, je sentais qu'il fallait que je me pose. Il y avait un soutien justement des avocats avec une procédure, mais tu vois, je sentais qu'elle m'emmenait. Enfin, tu vois, c'est toujours le j'ai eu quelques expériences avec les avocats parce qu'après effectivement j'ai divorcé, mais ils font leur business un peu quand même, hein. Enfin, s'il y a des Mmh. avocats qui m'écoutent, en tout cas, moi, dans ce que j'ai expérimenté, c'était qu'il y avait quelque chose où il y avait un dossier avec une stratégie, et puis moi, j'essaie de dealer avec ce truc-là de qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui est juste pour moi, quoi. Donc c'était pas si simple de trouver ça. Je me suis senti très seul, en fait. Ça a tellement changé que, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis pas senti soutenu par mon épouse. J'ai senti que mes valeurs étaient en train de changer, que j'avais besoin d'autre chose, que je savais pas quoi, tu vois? Alors c'était des trucs comme, vivre dans la nature, vivre à la campagne, avoir peut-être un métier qui fait plus sens que ce métier que j'avais de responsable, de manager, de cadre, de trucs. Voilà, c'était assez compliqué. Ma famille comprenait pas ce qui se passait. Après, il y a eu la séparation, tu vois? J'étais très seul, en fait, dans ça. Hem, Ouais, sans clé, en fait, pour trouver du soutien, j'entends? bah, ouais, je cheminais. Alors j'avais un accompagnement avec un psychiatre, mais donc ça m'a aidé, si tu veux, à traverser les choses les plus difficiles, mais il y avait pas forcément de soutien, et de soutien des hommes, tu vois? Comme je vois, comme aujourd'hui, ça peut être soutenant de soit d'offrir, de faciliter ou de donner. Pour moi, si je connaissais pas ça, j'ai contacté ça, mais beaucoup plus tard. Hem, ouais, il y avait pas ça, ouais. Après, j'ai pris un chemin, voilà, je me suis mis dans des activités militantes, où là, j'ai retrouvé, si tu veux, une ouais, j'allais presque dire une raison d'être, en tout cas, une place. Voilà. Une place où j'ai pu, au travers de ces actions militantes, avoir un rôle, tu vois? Avoir quelque chose dans lequel je pouvais m'inscrire avec des valeurs qui me correspondaient mieux. Voilà. J'étais passé porte-parole d'un collectif, heu et ça m'a aidé. Voilà, puis après, du coup, j'ai repris, une formation et ainsi de suite, tu vois?
mais toujours dans le faire, tu vois? Donc quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que je vais faire différemment, je vais faire autre chose. Je travaillais pas sur l'être, en fait. C'est venu plus après, malgré le travail que je faisais avec ce psychiatre, on creusait pas le fond. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le travail de psychologie biodynamique, moi je suis passé par là. J'ai eu un accompagnement avec un psychiatre, on avait une rendez-vous d'une demi-heure, je l'avais choisi parce que j'étais remboursé par, la sécu et ma mutuelle et en fait, on travaillait pas le fond. Ça m'a aidé pendant un temps, mais on travaillait pas le fond. Et ça, c'est venu bien après, hein. Après, j'ai rencontré une femme qui, qui était psychologue de formation et qui faisait, la formation que j'ai faite en psychologie biodynamique. Et là, c'est là où j'ai découvert, hem, l'approche psychocorporelle. C'est là où il y a quelque chose qui a changé, en fait. Mais c'était il y a bientôt 10 ans, quoi, tu vois? J'avais 46-47 ans, donc c'est beaucoup plus tard. Ouais, Là, il y et a l'être qui s'est dit: «OK, il y a quelque chose à changer, en fait». Je tu savais pas passé quoi. passé par une prise de conscience ou encore une des fois, bah, j'entends le la 1re fissure, il y a un truc qui vient de te percuter quand même. Là, ça vient, il y a une prise de conscience peut-être plus légère ou ça vient aussi encore de façon un peu Non, frontale? ça vient secouer encore. Ouais. Ouais. Le souvenir qui me vient, alors, je fais un petit aparté, mais la formation en psychologie biodynamique, c'est, minimum 5 ans de formation. Et au départ, avant de t'engager sur le cycle, c'est 2 cycles de 2 ans. Avant, tu fais un premier cycle où tu choisis, en fait, des stages. J'ai fait un stage qui s'appelait sexualité, spiritualité, où, on se retrouve en groupe, assis sur des matelas, des femmes, des hommes. J'avais jamais fait ça, hein. Mais genre nouveau, quoi, tu vois? C'était, on devait faire des massages. Moi, j'osais pas aller masser les femmes, tu vois? J'ai massé que des hommes, On a fait à un moment donné une structure où j'ai contacté un truc énergétique. Dans notre jargon, on parle d'énergie rouge, mais on peut parler d'énergie vitale, tu vois? Un truc qui était, dans le corps, qui était hyper puissant. Premier stage là-dessus, waouh, je dis: «C'est ça la psychologie biodynamique? J'adore. C'est quoi ce truc, quoi?» et alors à la fois c'était, voilà, c'est là où je me commençais à me reconnecter à quelque chose dans le corps, tu vois? Sans comprendre ce qui se passait, mais quelque chose de totalement nouveau. Et du coup, bah, je me suis inscrit à d'autres modules, j'en ai fait d'autres et là, j'ai découvert, vraiment quelque chose heu, qui me transformait, ouais. Qui secouait énormément, Ouais. qui secouait énormément, en tout cas pour moi, comme je l'ai vécu, mais qui bougeait les choses, tu vois? J'ai fait 10 ans d'accompagnement avec cette personne-là et là, il y a vraiment quelque chose qui a changé, en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui a bougé. Donc tu vois, c'est un processus super long, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a pris 10 ans, quoi. Pour moi, ouais, Mmh. c'était un processus très long, très long. Donc ouais, c'est ça, de switcher, voilà, j'ai fait plein de trucs différents, j'ai fait plein de métiers différents, voilà, j'ai après la séparation avec ma femme, j'ai eu des relations avec des femmes différentes, enfin, tu vois? Faire, essayer, tester, machin, jusqu'à, cette rencontre, en fait, de l'approche psychocorporelle, en tout. Tu as eu cette sensation du coup d'être dans une j'entends une sorte de fuite permanente jusqu'à ce que il y a un truc à un moment qui te chope par le callback et dit: «Non, non, c'est ici». Ouais, ouais, en tout cas de répétition. Phénomène répétitif, tu vois? C'est souvent ce qu'on peut observer en thérapie, hein, c'est de dire: c'est quoi les répétitions, en fait? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire?» Et de répéter les choses, ouais. Surtout dans les relations, en fait, les relations amoureuses, les relations de couple que j'ai pu avoir. Je répétais des trucs à des niveaux un peu différents. Je répétais des choses, en fait. Hem, C'est quoi tes patterns, toi? ah, ouais, après on est sur des trucs assez classiques, quoi, tu vois? De comment dans la relation de couple, tu vas réparer, des choses qui sont du lien du parent, quoi. En l'occurrence pour moi, quelle est la part de moi plus ou moins grande, plus ou moins névrotique qui va chercher l'amour inconditionnel de la mère, qui va manquer à un moment, quoi. Il me semble que tout homme passe par là. Ouais. Après il le réalise ou il le réalise pas, mais il me semble de fait, à un moment donné de la relation, de toute façon, c'est ce qu'on va chercher, en fait.
pour moi, le pattern, c'était un peu ça, quoi. C'était, quelle est la part du petit Bernard, si tu veux, qui allait, essayer de réparer, soigner, dans la relation, ce truc-là, quoi. Et ça m'a chopé dans toutes mes relations, tu vois, jusque-là, quoi, jusqu'à aujourd'hui. À des niveaux différents parce qu'après, on peut parler de on s'en va sur un sujet, ça résonne avec la personne en face. Comment elle-même est la personne avec son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu, tu vois? Heu et ouais, c'était ça. C'était ça, ces répétitions-là, c'est vrai. Donc à changer, tu vois? À faire. OK, ça marche pas. J'essaye. Allez, je tiens, je tiens, je tiens. Ah, j'en peux plus, je me casse. Je pars de mon emploi, je quitte cette femme, tu vois? Je quitte cette ville. Donc il y a des choses comme ça, ouais, qui a été en tout cas ma façon de fonctionner. Ouais, tenir, 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 poum, ça tient plus, je pars ailleurs et je recommence. Alors j'avais des amis qui me disaient il y a un moment de ma vie, alors j'avais monté un restaurant, j'ai quitté le restaurant, mes enfants avaient quitté la ville, donc ils étaient plus là. J'avais rencontré une femme qui était à Marseille. Tu vois, j'ai tout lâché, c'est-à-dire que j'avais pas d'indemnité de Pôle emploi, tu vois? Financièrement, c'était tendu, puis j'ai tout lâché, quoi. «Allez, vas-y!» Et il y en a avec des amis qui me disaient: «Mais je serais incapable de faire ce que tu fais, j'aurais trop peur, en fait, de faire ça». Mmh, Mais je sais même pas si je réfléchissais, tu vois? Je disais, j'étais dans cet élan-là, en fait. C'était l'élan vital dans lequel j'étais de dire, «Vas-y, quoi, essaye, mmh, aie pas mmh, peur». Et je pense que enfin, voilà, j'ai eu raison quelque part. Et des fois, c'était inconfortable, je me dis: «Ah putain, mais c'était n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça». Et puis des fois, je me dis: «Bah, écoute, c'est mon chemin». Et quand je regarde a posteriori, j'ai aucun regret sur ça, tu vois? tu l'as choisi malgré que c'était peut-être pas très rationnel comme comme décision, que moi ça résonne comme ça pour moi. Ouais. Ouais, ça résonne pour toi? Ça te Je le vois parle? je le vois très bien quand je suis parti vivre 2 ans en Bolivie, avec du recul, tu envie de dire: «Mais comment je suis parti?» Sur une espèce de coup de tête ou presque. Et pourtant j'ai ça a compté tellement dans ma vie, mais à la base, ouais, tu te dis: «Pourquoi?» Et en fait, quand je vois le résultat, heu, je comprends, tu vois? Il y a plein de choses Ouais. qui viennent se dire: si, ah non, c'était ça, c'était pas rationnel, c'était c'était pas peut-être sage, en tout cas, mais Oui, c'est là raisonnable. où ouais, c'était là où ça devait aller, OK. quoi, donc Et quand tu le regardes avec le recul, ah ouais. c'est comment? Ah bah, je suis heureux d'avoir eu cette partie de ma vie. Elle m'a construite et elle me sert encore énormément à des endroits. Elle m'a permis de me dérider, de connaître un autre endroit, une autre culture, tout un tas de choses. Même elle me sert dans mon boulot de DJ aujourd'hui, donc c'est dire, tu vois? Bah Donc oui. Ouais. donc OK. et dans ces phases où il y a des choses qui s'écroulent là, toi l'homme comment il s'est façonné, tu vois? C'était quoi tes images? Et parce que j'entends est-ce que c'est ça qui t'a mis dans ce faire permanent et pour craquer à un moment? Ouais, je pense que mon moteur, c'était le modèle de mon père, en fait. Mmh. L'homme de devoir. J'ai un peu d'émotion qui me vient, je pense à lui, il est décédé il y a 3 ans, là, bientôt, assez brutalement. Mais j'avais l'image de mon père. J'ai grandi dans une famille, je disais donc la structure un peu, avec un système, qui était un système pour moi un peu particulier. Hem, j'avais un père qui travaillait beaucoup, qui avait un poste important. C'était l'homme de devoir. C'était vraiment, voilà, ma mère ne travaillait pas. En tout cas, elle faisait des activités, mais c'est non rémunératrices. Il y avait ma grand-mère qui vivait à la maison. Heu, donc on était 6 à la maison et mon père, bah, il travaillait, son métier lui plaisait, mais il a fait la même carrière. Il a fait la ca toute sa carrière dans la même entreprise, pardon. Il tient quoi. Il est là. Il apporte l'argent, il apporte la sécurité financière, il est présent. Je voyais bien, hein, dans les différents moments de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence, c'était compliqué pour lui, mais donc le modèle, c'est ça. C'est le modèle du père. Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Et moi, je pense que, inconsciemment, un peu comme on dit, moi, j'étais longtemps dans ce modèle, hein,
de l'homme qui tient. Alors avant la séparation de la mère de mes enfants, tu vois? L'homme qui assure quoi. Chef de famille, je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois? Même qui assure dans la société, tu vois? J'ai des souvenirs de soirées avec des amis, «Et tu fais quoi toi dans la vie? C'est quoi ton métier?» et de sentir que comme j'avais des dépenses à responsabilité, ça me donnait de la valeur Mmh. Mais et c'est marrant, tu t'es grandi un petit peu là, comme ça. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Mmh. mais donc je pense qu'il y avait de ça. Après la séparation, c'était un peu différent, mais hem, ouais, je sais pas, par rapport à ce que tu dis, hem, ouais, une certaine solidité quand même. Enfin, je sortais d'un effondrement, enfin, je veux dire, 1 an d'arrêt de travail, tu pas tu vois, tu pas en grande forme. Donc bon, je me suis reconstruit petit à petit, mais dans des activités qui me paraissaient plus justes, qui avaient plus de sens. Mais c'était, un peu des activités professionnelles, tu vois? Je veux dire, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai été chargé de mission environnement à l'Opéra de Lyon, ensuite j'ai monté un restaurant, ensuite j'ai, travaillé à Marseille pour monter un tiers-lieu, pour, pour monter des filières de formation des jeunes issus des quartiers. Ensuite, j'ai travaillé dans une coopérative autogérée. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs différents, mais qui correspondaient un peu à des valeurs qui m'allaient bien. Hem et mais ouais, j'ai envie de dire dans le faire, quoi. Mais petit à petit, j'ai quitté un petit peu ce côté homme de devoir, heu, ouais, pour aller vers quelque chose qui était, bah, voilà, je suis comme ça, c'est moi et je peux être aimé comme ça, hein. Mmh. Parce que tu Et vois, et je me dans mon parcours, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, je fais, je fonce. Il y avait beaucoup d'incompréhension dans mon de côté de ma famille, tu vois? Ma famille d'origine, ce que j'appelle ma famille d'origine, c'est-à-dire mes parents, mon frère, ma sœur et puis ma famille créée, ce que j'appelle ma famille créée avec mes enfants. Mes enfants, je pense des fois, ils naviguaient, bon, ils diraient mieux qu'eux, mais ils naviguaient entre un peu de crainte. «Ah, il fait n'importe quoi papa» et en même temps de se dire, ouais, ça change de ce que j'ai pu connaître de lui avant, tu vois? mmh. Ouais, ça pouvait les faire flipper. Ma famille a pu être assez inquiète, je pense, à certains moments de ce chemin que je prenais, ouais. Et pour moi, c'était à la fois, bah, c'est bon, j'ai confiance en moi, à la fois, j'étais un peu triste de pas être suivi, si tu veux. Au fond, aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, je sais que, heu, il y avait énormément d'amour de leur part. Je l'avais là, tu vois? Je l'avais cet amour, je savais qu'il était là. Ça a été comment ta posture de père à travers ces moments où presque tout s'écroule, quoi? Et dans du coup, cette, transition de l'homme qui fait, par, devoir et et par, image sociale, Ouais, qui passe un peu plus dans le faire, mais avec des valeurs, pour aller ouais. sur peut-être quelque chose, quelqu'un qui est et qui maintenant fait. En tout cas, c'est ce que j'entends. Heu, ouais, ton rapport à tes enfants à travers Le ça. lien avec mes enfants, globalement, après la séparation, ce à quoi on a été hyper vigilant avec mon ex-femme, c'est d'essayer de faire en sorte que ce trauma qu'on leur provoquait, enfin, j'ai envie de le dire comme ça, enfin, c'est toujours hyper déstabilisant d'avoir des parents qui se séparent pour moi. Faire en sorte que ça soit le moins difficile possible pour eux. Donc, j'ai essayé, d'être dans l'échange, dans la discussion, voilà, dans l'écoute. Après ils ont grandi, heu et hem et j'essayais de prêter attention à pas être trop perturbant pour eux, tu vois? Dans ce que je vivais. Il y a des fois, je pense que j'ai un peu merdé, tu vois? Dans le sens, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je les emmenais un peu trop sur ce terrain d'expérimentation, tu vois? J'ai pu des fois parler de ils ont connu les relations des femmes que j'ai pu avoir, mais peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu là, tu vois, quand j'en Cloisonné. hein? Enfin, pas assez cloisonné peut-être à des endroits, comme on Peut-être pas disait. assez cloisonné, ouais, comme tu disais. Après, je sais que j'ai essayé de alors en tant qu'homme, je sais que alors justement en opposition au père avec lequel je n'avais pas
de lien émotionnel. Je sais qu'il y avait Mmh. beaucoup d'amour de lui, mais pas de contact physique, pas de lien émotionnel. Tu vois, les discussions qu'on avait quand j'étais jeune adulte, c'est, des discussions, alors, j'allais dire d'homme à homme, mais pas tellement. Du père par rapport à son fils, où il en est dans sa situation professionnelle, comment ça va, inquiet pour moi, mais tu vois, les émotions, comment je vivais, quand je me suis séparé, il avait pas les moyens, il savait pas faire, en fait. Il était pas équipé pour, j'ai envie de dire, tu vois, pour, aller me rencontrer. Un truc qui me vient, c'est qu'au moment de la séparation, je sais qu'il est allé voir mon ex-femme, alors que j'habitais à 500 mètres pour, voir avec elle, parce qu'elle était quand même dans la famille depuis longtemps, comment financièrement elle pouvait avancer, et tu vois, il est même pas venu me voir, et j'en ai beaucoup voulu à ce moment-là. Mais je pense qu'il était pas capable de me rencontrer sur où est-ce que j'en étais dans la séparation. Et pour moi, avec mes enfants, ce que j'ai voulu faire, c'est, en tant que père, c'est pouvoir leur offrir ces espaces où ils puissent s'exprimer à n'importe quel moment. Alors, des fois en pointillé, parce qu'il y a des moments de la vie de l'adolescence où je les voyais peu. Ils avaient déménagé, j'habitais à Marseille, ils habitaient, dans une autre ville, et je les voyais peu, mais j'ai essayé de créer quand même ces espaces-là, tu vois? Hem, bon, j'espère avoir fait le job. Je vois où ils en sont aujourd'hui, je me dis: «Ça va». J'ai de très belles relations avec eux, mais ouais, c'est ça, et à la fois, de les laisser, tu vois, choisir ce qu'ils ont envie de faire, si tu veux, dans leurs études, dans leur travail, voilà. Les laisser, s'épanouir. J'ai essayé de faire ça et d'être présent s'ils avaient besoin. Et et ça a été comment d'être, tu vois, cet homme de devoir, ce père de devoir ou ce père de famille? Et quand là, d'un coup, bah, tu changes de schéma, Oui. il y a eu, ouais, comment tu dans ce rôle de père? Ça a été comment pour toi? Est-ce que c'était en mode, bah, non, de toute Mmh. façon, là, j'ai envie de partir ailleurs et c'est non, en tout cas dans une autre direction et j'adapte et cetera? Ou est-ce qu'il y a eu, ça dans cette fissure un truc de: «Merde, je suis plus l'homme de devoir, je suis plus le père, qui ramène tout ce qu'il faut» et cetera? Est-ce qu'il y a eu des jugements, à cet endroit-là, de l'autoculpabilité ou un truc Ouais, de ouais, plus ouais. être dans ce modèle-là, quoi? Ouais, il y a alors ce que tu dans ta question, ça me reconnecte à, dans mon chemin, j'ai eu des moments où financièrement, ça pouvait être tendu, et dans le lien, tu vois, comment je pouvais aider mes enfants financièrement, ça a pu créer des tensions, notamment avec ma fille à un certain moment, tu vois? Où je naviguais, j'avais toujours la culpabilité, de la séparation qui était très forte en moi, qui a été, longtemps ça a été difficile, tu vois? De pas avoir été là pour mes enfants. J'ai beaucoup culpabilisé de ça, et puis dans le côté financier, ouais, de me dire, «Putain, j'assure pas un cachou, quoi. Moi, je fais mes trucs, j'expérimente plein de trucs». Ils ont besoin de cette sécurité-là. Il y a quelque chose, j'essaie de trouver la juste voie, en fait, pour leur apporter cette sécurité et qu'ils se disent: «Bon, bah, je peux compter sur mon père, ça va». On pourrait pas leur mettre cette charge-là. Je pense qu'il y a des moments où j'ai dû mettre cette charge. Sûrement. Enfin sûrement, je dis sûrement, je pense, ouais, pour ma fille, parce qu'on en avait déjà parlé, tu vois? Pour mon fils, peut-être un peu moins, et je pense qu'ils m'ont vu m'épanouir, m'ouvrir, changer. Mmh. La formation que j'ai faite thérapeute, c'est une formation où, à la fois, tu apprends le métier de thérapeute, mais en fait, tu fais un gros, gros, gros travail thérapeutique en profondeur, Toi-même, ouais, ouais, ouais. sur J'imagine. toi. Mmh. Et c'est hyper, pour moi, ça me semble hyper important de se dire, comment j'ai nettoyé, comment j'ai pu nettoyer, traverser des choses. Ça veut pas dire que je vais accompagner des personnes qui ont traversé les mêmes choses que moi, parce qu'on a tous un parcours singulier, Mmh, c'est mmh mh. évident. Mais comment j'ai nettoyé. Et du coup, pendant ces temps-là, la relation avec mes enfants, bon, je pense qu'ils faisaient confiance, quoi. Mais tu vois, c'était, je dealais le plus possible. Je dealais le plus possible, avec ce que je vivais et ma place de père avec eux, et d'assurer quand même, bah, quand même d'assurer cette responsabilité de père, tu vois? À l'aspect sur
à la fois sur l'aspect matériel et à la fois sur l'aspect, émotionnel, présence. Et aujourd'hui, ouais, ouais, j'estime avoir un lien, proche avec eux, tu vois? Pour moi, tout me semble OK, en fait. Il y a un lien proche, sincère. Ouais, je suis bien avec ça, en fait. Le jeu en volait la ch le jeu en non, comment on dit? Le joueur voulait On en valait la veut chandelle. aller les chandelles. Allez, vas-y, une Mais expression, ben 50-50, 50. Ouais, voilà. mmh Et oui, et c'est quoi le regard que tu portes du coup aujourd'hui sur, cet homme de devoir? En fait, je te partage que ça ouais, m'évoque, en tout cas, ça ouais, ouais, résonne dans ouais, vas-y. mon grand-père s'en est allé là en décembre dernier et forcément le fait qu'il soit parti, ça m'a reconnecté, bah, à son parcours de vie, de voir ce Ouais, qu'il avait fait pour toute sa famille, tu vois? Et il y a eu vraiment un endroit de, mmh, qu'est-ce que j'ai envie de garder de lui, tu vois? Et qu'est-ce que je garde pas de lui? Tu vois? Dans ce sens, bah, l'homme, qui a forcément grandi dans les années, post-guerre, donc dans cet homme de devoir, qui tient la famille, donc qui va au charbon, le boulot, qui ramène l'argent, et cetera, et cetera. Mais qui par contre dans l'affectif, dans l'émotionnel, dans le relationnel, bah, forcément est très distant. Hem et moi j'aurais voulu à un moment, j'ai été dans cette espèce de rejet total de cet homme qui fait tout le temps et qui est dans cet archétype, de l'homme de devoir, on pourrait dire et j'y reviens un peu de se dire: «Bah, OK, en fait, finalement, tout n'est pas non plus mauvais dans ce modèle-là» et moi, je retiens beaucoup quand même aujourd'hui tout ce qu'a fait mon grand-père pour ma famille et je l'honore à cet endroit-là, tu vois? Et j'ai envie de garder de ça, tu vois? De comment justement, à travers aussi ce que tu as dit, vis-à-vis de tes enfants, tu vois? À quel endroit tu peux être à la fois ce père qui, nourrit, ses enfants par l'aspect matériel, on va dire, mais aussi de l'autre côté par l'aspect de l'invisible, du relationnel, de l'émotionnel. Ma question était un peu longue, mais ouais, quel regard toi tu portes sur cet homme de devoir qui a été ton père et ce que tu as été toi aussi à un endroit, quoi? ouais. Alors le regard que je porte sur l'homme de devoir qui a été mon père, c'est, en fait, moi, ça m'a donné structure, hein, très clairement, hein. En de nombreuses années de ma vie, ça m'a donné une structure et ça m'a permis de tenir, tu vois? Quand j'évoquais tu vois, le burn-out, quand j'évoquais la dépression, là, ça s'est effondré, tu vois? Cette structure, elle s'est effondrée, donc waouh, moi, j'ai pu me raccrocher à ma façon. Mais, en fait, mon père avait une grande sensibilité, grande, beaucoup d'émotions, mais il était dans un caractère rigide, et impossible de l'exprimer. Ça ne sortait pas, quoi. Jusqu'à et il y avait du féminin en lui, on pourrait dire, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Moi aussi, je l'avais, mais je le réalisais pas et et en fait, moi, je me vois comme, pas très modeste de dire, mais comme un maillon de la chaîne de la lignée des hommes ou de la lignée familiale, tu vois? De dire: Je vais changer je vais changer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de changer, en fait. Hem, voilà, j'ai fait le choix effectivement à un moment donné de m'inscrire dans un travail thérapeutique et pour aller mieux parce que ça allait pas, quoi, tu vois? Et puis de poursuivre en fait ce travail thérapeutique pour continuer à avancer. Mais il y a quelque chose que je change dans la lignée, tu vois? Et moi je ne regrette rien de mon père. Il y a plein de choses qu'il m'a appris que j'adore. Bon, il y a ce sens-là, il m'a donné le goût de la montagne, il m'a donné, son humour, il m'a donné, enfin sa sensibilité, voilà et j'étais, au moment où il est décédé, j'avais pu lui parler, j'étais tranquille. Il y a quelque chose qui était chouette, tu vois? Donc et et je là, je me sens alors dans cette responsabilité, maintenant qu'il est parti, avant je me sentais entre lui et mon fils, mais je me sens essayer peut-être de changer quelque chose. C'est-à-dire qu'au travers du chemin que je fais, ça va
d'une façon ou d'une autre, ça va découler chez mon fils. Et ça c'est déjà ce qui se passe, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Et il en fera son affaire derrière, tu vois? Mmh. Il va faire son business avec ça, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui modifie, heu, la chaîne de la lignée, en fait, en tout cas de la lignée des hommes, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, S'il y a une responsabilité que j'ai aujourd'hui que je prends, c'est celle-là, avec cœur et avec joie, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais, ouais, cet endroit où tiens, là, on va plus faire comme avant, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis plus là-dedans maintenant, mais il y a un temps où, ouais, ouais, je dis: «Ah non, pas comme mon père. Ah non». Il s'appelait Jean, mon père. Je dis: «Jean, sors de ce corps», tu vois? Ouais, je suis plus dans ce truc-là parce que même maintenant, il y a enfin, même un peu avant qu'il quand il était un peu malade, avant qu'il décède, j'aime toutes ces parts de lui parce que tout ça, ça m'a nourri, ça m'a fait ce que je suis aujourd'hui, en fait, tu vois? Donc je suis très tranquille avec ça. Il y a eu un Mmh. moment où tu étais en colère, où tu lui en voulais et que ça tu as eu besoin d'une phase de pardon ou? Hem, il y a ouais, il y a pu y avoir un moment. Ouais, il y a pu Mmh. y avoir un moment là-dessus où, j'ai trouvé qu'il c'était pas conscient, mais qu'il était trop effacé dans la famille, il s'affirmait pas assez, tu vois? Et De j'étais pas place, ouais. forcément conscient avec le regard que je porte aujourd'hui, mais il y avait un truc, ouais, il avait pas assuré sur certaines choses, sur certains aspects, tu vois? Bon, mais pas forcément plus que ça, pas forcément plus que ça. Heu, ouais, là où c'est plutôt vis-à-vis de ma mère où j'ai eu beaucoup de colère à certains moments. Mmh. Mmh. Ça c'est sûr, mais vis-à-vis de mon père, pas tant, pas tellement, en fait. Il y a pas eu beaucoup de moments comme ça. Tu avais de la colère pour quoi? Pour ta mère? Plein de choses en fait, en fait, c'était à la fois ses mécanismes, et moi, ce que j'ai reçu d'elle qui se confrontait, qui se fightait quoi, tu vois? Elle avait un côté contrôlant, un côté, manipulateur, tu vois? Une fois je lui ai dit ça, j'ai compris qu'en fait elle agissait avec moi, elle me demandait d'agir ou de faire des choses. Non pas pour moi, pour mon bien-être, tu vois? Le bien-être de son fils, mais pour sa propre sécurité. Pour que je la rassure. C'est-à-dire que dans ce que je fais, ça puisse la rassurer. Et Mmh. tu vois? Et typiquement, mon mode de vie, ça l'a souvent, elle a été inquiète. En fait, je lui ai dit: «Mais enfin, je sais plus comment, je m'étais un peu énervé, mais fais-moi confiance, Mmh. ça va et tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu demandes et tout, c'est ton insécurité et en fait, c'est toi qui es en insécurité donc va le bosser, quoi. Enfin, regarde ça, en fait, c'est tu me demandes pas à moi de faire quelque chose ou d'agir de telle façon pour que toi tu te sens en insécurité, c'est pas mon job en fait. Mmh. Donc il y a eu pas mal de temps où c'était compliqué. Là aujourd'hui ma petite mère, ça il y a des choses qui ont bougé depuis le décès de mon père, mais c'est vrai, il y a des choses qui ont bougé et il y a quelque chose qui est beaucoup plus sain aujourd'hui. Ouais, mais oui, j'ai pu être, très en colère, très très attrapé en fait, tu vois? Quand je la voyais, quand j'étais au téléphone, ah! Ouais. Mmh. Puis j'imagine que c'est un truc que tu as retrouvé dans tes relations intimes? Bah, non monsieur. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr et que j'ai conscientisé après quoi. Il y a une de mes relations qui a mis le nez dessus quoi, tu vois? Mmh. Et je le remercie beaucoup quoi et bon, puis avec beaucoup de résistance de ma part. Mais non, mais en fait, oui, bien Mmh. sûr. Des façons de fonctionner avec ma compagne ou ma relation qui était, cette espèce d'affreux, on appelle ça transfert ou transition, de dire: «Putain, elle est elle est elle est méchante avec moi» ou enfin, je sais pas, je te le dirais pas comme ça, mais tu vois? Ou le mauvais objet de la mère, en fait, elle représentait le mauvais objet de la mère, donc j'étais complètement décalé, tu vois? Mmh. Mmh, en effet. Et c'est et du coup, ça dans tes relations aujourd'hui, tu sens qu'il y a un truc qui a bougé aujourd'hui? Ouais, écoute, oui, oui, il y a quelque chose qui a bougé. Les 2 relations précédentes étaient, les personnes avec qui j'étais m'ont amené à comprendre des choses. Voilà. Hem
à comprendre des choses sur ma façon de fonctionner dans le lien avec elle. À accepter qu'effectivement, je pouvais avoir des comportements qui étaient pas forcément très justes, tu vois? Mais c'est dans l'après-coup, pas Mmh. pendant la relation, c'est dans l'après-coup que j'ai compris les Ouais, choses comme ça, tu ouais, vois? sorti de l'émotionnel et de la tête dans le guidon de la relation. Ouais, c'est ça. Où chacun est pris dans ses mécanismes alors, Mmh. comme on entend les concepts, hein, des, moi je tu vois, ils me viennent même pas, mais des hop, hop, hop. De maximiseur, minimiseur, tu vois? Comme Paulin l'expliquait l'autre Dans fois Imago, ou victime, oui, de bourreau, des trucs comme ça. fuir. Fuyant ou des figures d'attachement ou de effectivement, ouais, est-ce que tu es plutôt un attachement insécure, évitant ou est-ce que voilà, donc il y a tous ces trucs qui se mettaient en place. Bon, je pense avoir compris effectivement des choses, quoi. Voilà et bon, voilà, il y a eu un laps de temps de mes dernières relations d'il y a un temps, il y a un laps de temps où j'ai été seul, hem et j'ai eu besoin de ce temps-là, en fait, pour intégrer déjà, ce qui s'était passé dans les relations précédentes et pour comprendre des choses. Mmh. Ouais, d'offrir Donc des dans la excuses. prochaine relation, bah, on verra. J'ai envie de dire, je me sens mieux équipé, mais on va le mettre dans l'expérience. Mmh. On sait bien que Il y a c'est toujours un truc qui se réveille. il y a toujours un truc qui se réveillera, ça c'est sûr. Mais par Mmh. contre, je me sens être, plus OK avec ce que j'ai, avec ce que je suis, à être moins dans faire attention à l'autre, tu vois? Pas j alors, qu'on soit bien d'accord, ça veut pas dire que je vais faire prendre moins soin d'eux, mais je vais moins me laisser emporter par un truc où je cherche l'amour, tu vois? Où je cherche à plaire, à être aimé, quoi. Ça va. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais bon, bien sûr, c'est à expérimenter. C'est à expérimenter dans une nouvelle relation, quoi. C'est comment aujourd'hui pour toi de continuer à évoluer, à continuer ton chemin, j'entends, heu et toi qui accompagnes, est-ce que tu te continues à te faire accompagner comme justement tu t'es autorisé au moment où il y a cette première grosse faille? Parce que c'est quand même un des points aujourd'hui qui est sensible chez les hommes, c'est-à-dire comment on s'autorise à se faire accompagner. Comment c'est pour toi aujourd'hui, maintenant? Alors ouais, il y a de l'accompagnement. De toute façon, un prérequis de la formation que j'ai faite, c'est d'avoir un accompagnement, en thérapie psychocorporelle en biodynamique. Donc c'est obligatoire. Donc il y a toujours un accompagnement. Après moi, il a été évolutif, heu, pendant la formation que j'ai faite et post-formation aussi. Hem, j'ai plus un accompagnement rapproché comme j'ai pu avoir, tu vois? Où je travaillais vraiment sur le processus et tout ça. Aujourd'hui, je ressens moins le besoin, je vois comme je fonctionne. Il y a à la fois un aspect corporel où je sens que quand il y a des choses qui m'attrapent, tu vois? Où je sens physiquement des façons d'être, je fais confiance parce que dans le corps, il y a des choses qui se régulent et qui s'autorégulent. Ou, psychiquement, il y a des clés de compréhension, tu vois? Je sais agir, entre guillemets, «être mon propre thérapeute». Voilà. Après, ça se décale plus sur un aspect un peu plus professionnel où, je vais travailler des choses en supervision. Parce que je suis supervisé, c'est-à-dire que j'ai un superviseur, je fais des supervisions de groupe avec des amis, des collègues et j'ai un superviseur où, où en fait, je vais travailler des choses de moi, mais sur des choses intimes, en fait, mais qui Mmh. peuvent se mettre en place, hein, finalement dans un accompagnement, hein, donc voilà, le contre-transfert, on appelle ça comme ça, par exemple, ou le transfert de la personne sur soi, tu vois? Tu as quelqu'un, ça vient te chercher, en fait. Donc la supervision, elle permet à la fois de voir, une personne, comment on peut travailler, c'est quoi les pistes d'évolution, mais à la fois de quoi toi, comment tu es, en fait, par rapport à ça. Donc là, ça joue dans l'intime. Pour moi, c'est indispensable. Ça, c'est encore le petit message que je passe, mais tu peux pas être accompagner les personnes en thérapie si toi-même tu es pas supervisé, selon moi. Ouais. Il vient se jouer des choses quand tu vois des personnes tous les 15 jours, il faut que tu ailles les regarder chez toi. C'est super important. Et ça permet à la fois de garantir ta responsabilité, que tu passes avec eux et puis toi,
en tant que thérapeute, en tout cas pour moi, d'être juste, en fait, pas me laisser attraper par des trucs qui pourraient être, perturbants dans l'accompagnement thérapeutique. Donc l'accompagnement, il est plus, si tu veux, sur la sphère professionnelle aujourd'hui que vraiment sur la sphère perso. En tout cas, j'en ai pas besoin, enfin, j'en ressens moins le besoin aujourd'hui. Mais je sais pas ce que donne la vie, quoi. Ouais. Alors si je reformule ma question, c'est comment tu avec cette, ce principe-là de t'autoriser à demander de l'aide, tu vois? Avec cette, à cette Mmh. difficulté. Moi, je sais, tu vois, si je parle de moi, je sais que dans mon parcours, il y a eu clairement un problème à plein d'endroits de résistance, soit de pas de conscience ou soit un truc complètement aveugle à ça, tu vois, de résistance à aller, et de me demander de l'aide. Donc c'était ça qui, tu vois, c'est comment tu Heu, avec cette ouais. notion-là? Si, je suis OK avec ça. Je pense que j'ai alors j'ai pas de souci avec le fait de demander de l'aide si ça va pas bien. Mmh. Ouais, je pense que je suis plutôt tranquille. J'ai vraiment cette phrase qui me vient: «Reste pas seul avec ça, en fait. Reste Mmh. pas seul avec ça». Alors, ça peut être avec un thérapeute, mais ça peut être auprès d'un ami, tu vois? Ça m'est arrivé d'être dans des situations où j'étais pas bien, où je devais prendre une décision. Puis j'appelle j'ai un noyau d'amis très chers, tu vois? J'appelle et je dis: «Tiens, je t'appelle, j'ai envie de parler de ça», voilà. Donc tu vois, je vais demander de l'aide là-dessus, par exemple. Des gens qui me connaissent bien. Je sens que je suis OK là-dessus. Ouais, de pouvoir, demander de l'aide. Parce que c'est vrai que je peux avoir c'est un peu ce fonctionnement de l'évitant, tu vois? C'est un des caractéristiques de l'évitant, c'est de faire seul, en fait. Il se démerde tout seul. Moi, j'ai appris à faire seul dans mon histoire, tu vois? Donc et aujourd'hui, ça change, même sur des choses assez banales, hein. Tu as besoin d'un coup de main pour je sais pas quoi, pour, de la mécanique, un machin, moi, j'hésite pas à demander de l'aide, tu vois? Je me sens plutôt tranquille avec ça. Il y a plus j'ai pas de gêne, en fait. J'ai plus de Mmh. gêne pour être de l'ordre de dire: «Ah oui, je suis je tiens pas la route» ou «Je suis un peu faible» ou je sais pas quoi, tu vois? Pour demander de l'aide et être tranquille. Et en plus, en face, tu peux avoir des personnes qui sont ravies, en fait, de t'aider, tu vois? Mmh. Ça fait circuler quelque chose de bah, ouais, j'allais dire de l'ordre de l'amour, c'est un peu les grands mots, mais il y a quelque chose qui permet la rencontre, en fait. Mmh. Ouais, puis le ensemble. Il faut c'est bien de pouvoir demander de l'aide. À une juste place, bien sûr. Oui, qu'il soit pas trop dans le: «Ah ça va!» Et on a beaucoup parlé de l'homme de devoir, de l'homme de fer et du coup, bah, ton chemin des couches que tu as enlevées. Heu, il y a encore des choses où tu te vois, dans des comportements, des choses, enracinées, ancrées et qui viennent te dire: «Ah putain, je me saoule à cet endroit-là» ou tu sais, qui sont encore compliqués peut-être? Ouais, alors là où je vois encore des choses, de toute façon, je j'ai pas le projet à un moment donné que tout soit nickel, tu vois? Je sais qu'il y a toujours des choses qui viendront me chercher, je me dis: «Ça y est, j'ai fait tant de thérapie, j'ai passé par Ouais. là, c'était bon, c'est nickel, j'ai aucun souci». Non, non, ça j'y crois pas. Ce que je m'aperçois, c'est, effectivement, bah, tu parlais d'ancrage, ça résonnait, il y a des moments où je suis pas dans mon axe, en fait. Je suis pas axé, quoi. Ça va toucher un peu sur l'estime de moi, tu vois? Et je me vois que dans les liens, ça va pas trop. Alors que, tu vois, j'ai fait, je te partageais ça dans les échanges qu'on avait eus en avant, j'ai fait une retraite vipassana, enfin un cours vipassana pendant 10 jours. Avant ce cours-là, j'étais hyper ancré, bien, super heureux, enfin, tu vois, tout allait bien. Vipassana, ça m'a déréglé, j'ai envie de dire. Bizarrement. Tu sais, c'est un outil assez puissant cette méditation, mais ça m'a un peu déréglé. J'ai senti que j'étais, pas tout à fait dans mon axe, tu vois? À l'aspect sur l'aspect professionnel un peu. Sur l'aspect personnel, sur l'aspect professionnel. D'oublier des Et ça trucs, t'a révélé ça ou? Ouais. bah, en tout cas, ce Mmh. je le fais le lien, mais ouais, ça révèle ça. Donc pour répondre à ta question, les endroits dans lesquels je me fais un peu attraper, c'est ça, c'est que je suis moins dans l'ancrage, je suis moins dans mon axe, je fais moins les choses en conscience et ça crée un peu le bazar. Dans des oublis, dans un lien qui est un peu moins sincère, des choses comme ça.
Alors à la fois, bah, alors, tu vois, je peux faire des exercices de méditation, faire un travail sur le corps, un travail sur la respiration, pour me reposer, m'ancrer. Et à la fois, je sais aussi que c'est des cycles, en fait, et qu'à un moment donné, ça va revenir. Donc je fais aussi confiance. Il y a ça, il peut y avoir ça, ouais. Ouais. Et authenticité, c'est vraiment ça, en fait. J'essaye d'être le plus authentique possible avec moi-même et dans le lien avec les autres personnes. Ouais. Pas de me la raconter, pas de jouer un rôle. Toi qui as 55 ans aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur les masculinités aujourd'hui? Pour moi, là, aujourd'hui, gros, gros, gros changement, grosse évolution qui est en train de se passer. Hem, ouais, je vois qu'il y a une grande partie des hommes qui sont en train de se questionner et de changer les choses. Je disais tout à l'heure, beaucoup d'hommes là qui viennent plus un peu dans, la thérapie, le développement personnel. En face de ça, il y a des choses un peu pourries qui se développent. Enfin, quand je dis pourries, c'est un peu un grand mot, mais tu vois, le féminisme s'est développé, une certaine forme de féminisme en lutte. En face, les hommes se sont dit: «Waouh, c'est chaud», donc il y a le mas les un peu le mouvement masculiniste et tout, tu vois? Tout ça, c'est en train de bouger quoi, et de se mettre en place. On a ouais, les hommes et les femmes ont besoin de se rencontrer, en fait. Les hommes et les femmes ont vraiment besoin de se rencontrer pour moi, ont besoin de se comprendre. Mais c'est super fin, c'est super délicat, en fait, ce travail-là. C'est ténu. C'est effectivement touchy avec ce que je viens d'évoquer. Enfin, je vois, moi, j'ai eu des expériences de contact avec, de l'extérieur avec des mouvements féministes qui étaient encore dans la lutte, tu vois? Dans quelque chose de soit purement égalitaire, mais qui était dans une lutte, en fait. Je me dis: «Ah mais quelque chose qui est pas juste». Moi, j'ai pas envie d'être dans une lutte, dans du contre, j'ai envie d'être dans le pour. Mmh, mmh. J'ai envie d'être dans le pour, expérimenter quelque chose et ouvrons quelque chose, plutôt que de combattre et de faire, à bas quelque chose ou à bas autre chose. Ouvrir, OK, ouvrir à la différence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se joue? Où est-ce que ça gratte, en fait? Et par rapport au masculin, ouais, c'est ça, s'il y a un message que je pourrais faire passer aux hommes, c'est, soyons curieux, nous les hommes, où est-ce qu'on est aujourd'hui et soyons curieux de nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Soyons curieux de notre sensibilité, de notre vulnérabilité. C'est pas une honte, quoi. On y va là-dedans et c'est vraiment beau. Hem, ouais, voilà. Je Et sais pas si ça répond exactement à ta question. tu tu te sens comment toi en tant qu'homme aujourd'hui? Bah, si tu te définis en tant qu'homme, bien sûr. Je te Ouais, grille je dans me le cadre. je me définis en tant qu'homme. Ouais, ouais, je me définis en tant qu'homme, effectivement. Bah, je me sens, ouais, avancer là-dedans, en fait. Comment dire? Essayer d'être juste dans le lien avec les hommes et d'être juste dans le lien avec les femmes, tu vois? Je fais gaffe aussi, bah, vu ma génération, je pense qu'il y a toujours des trucs, tu vois, que j'ai pu recevoir du patriarcat, du machin comme ça, qui viennent des fois sur le ton de l'humour, tu vois? Tu fais la blague à la con, puis tu te dis: «Mais en fait, c'est pas juste, là, ce que je dis». Donc je suis assez attentif à ça. Ouais, Mais, tu arrives à te voir à ces endroits? ouais, ça peut. Ah ouais, ça peut. J'ai eu quelques expériences où, j'ai eu des retours qui m'ont un peu surpris, où apparemment je peux encore provoquer ça, malgré le chemin que j'ai fait, tu vois? En Mmh. tant qu'homme. Bon, alors chacun il y a ça peut appartenir à personne, mais je peux être un effet déclencheur de quelque chose. Donc j'essaye un peu de faire gaffe à ça. Tu comment, généralement quand il y a ce genre de choses qui se produit? Il y a d'abord quelque chose je sais pas dans quel ordre, mais il y a quelque chose qui me touche. Tu vois? Il y a la part du truc peut-être du petit Bernard qui: «Putain, mais non, c'est pas juste en fait, c'est pas ce Mmh. que je veux», tu vois? Mmh.
Pourquoi il y a cette image? Pourquoi ce truc?» tu vois? Et puis après, il y a une part plus adulte qui dit, «OK, certains moments qui peut être dans le rejet, ouais, enfin ça va, c'est bon». Et puis dans un truc, qui peut être, OK, qu'est-ce qui c'est quoi la blessure derrière de la personne en face? Alors là, j'ai un peu l'aspect thérapeute, tu vois? Mais quand je vois un comportement en face, je me dis: «C'est quoi la blessure derrière?» Pas tout le temps parce que des fois j'ai pas forcément l'énergie ni le temps, mais qu'est-ce qui se joue finalement dans la systémique, tu vois? Et dans la relation avec les femmes, je suis très prudent, ouais, de ce que Mmh. la femme a pu vivre, de ce que les femmes ont pu vivre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Et moi, qu'est-ce que je porte comme bagage? Comment on avance avec ça? Pour moi, c'est très fin, c'est très fin. Et à chaque situation, il y a quelque chose à observer, prendre le temps d'observer. C'est On arrive bientôt à la fin, mais c'est comment, en tout cas, oui, j'espère qu'on va réussir à un moment, à trouver des espaces de paix, en tout cas, Ouais, où ouais, les hommes et les femmes se rencontrent un peu plus, même si c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on souhaite depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses effectivement à faire. Hem et c'est juste, avant de te laisser un espace aussi d'expression, libre, hem, c'est comment d'être un homme en chemin, hem pour toi, tu vois, sans tomber dans le trop je vais être trop en chemin justement, tu vois? oui, D'avoir maintenant une certaine ouverture de conscience qui fait que, bah, tu captes des choses, heu, mais comment est-ce que tu es dans ce truc-là de temps en temps à tomber trop, dans «Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue pour moi?» et cetera? Ou est-ce que tu arrives quand même à être dans quelque chose d'un peu plus équilibré de: «Tiens, je me laisse porter et vraiment s'il y a un moment ça gratte, tiens, c'est quoi qui gratte?» Tu vois ce que je veux dire? De pas ouais, tomber dans une consommation de: «Je veux aller mieux» ou ouais, «Je veux savoir» ou «Je veux comprendre ce qui se passe». mmh, ouais. L'important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. Ouais. Et pour moi, c'est ça. Là, j'ai pas de, je me dis pas, «Ah ouais, j'aimerais bien atteindre ça» ou «J'aimerais bien pouvoir parvenir à ça dans le lien à autre chose». Non, je suis plutôt tranquille avec ça. Je me fixe pas d'objectif de me dire: «Tiens, j'aimerais bien améliorer ça ou tel truc». Ce qui a pu être le cas à un moment. Puis dans le cadre de la formation, c'est un peu ce qui pouvait nous être demandé, tu vois? C'est un peu quoi, là, vers où tu as envie d'aller dans ton processus. Je suis plus dans ce truc-là. Je suis pas dans de la consommation d'expériences ou, tu vois, de stages ou de trucs. «Tiens, j'ai envie d'essayer ça» et cetera. Non, il y a quelque chose, aujourd'hui dans ma vie, je me sens bien dans la place, dans mes liens, dans mon lieu de vie, dans mon métier, et de toute façon, je fais confiance à la vie pour qu'elle me présente des choses, Mmh. tu vois, qui vont me faire avancer. Je marche, ouais, j'aime bien utiliser ce truc en chemin, moi qui pratique beaucoup de randonnée, tu vois? Bah, tu marches sur un chemin de randonnée un peu en montagne, bah, des fois, ça grimpe super fort avec plein de cailloux. Il fait super chaud, puis après il y a un orage, tu te prends la grêle, et puis il y a des fois, tu es super bien, tu peux te poser, tu sais pas ce qu'il va y avoir si tu connais pas le chemin, tu vois? Et je suis plutôt sur quelque chose de, je fais confiance dans la vie, dans ce que ça va m'apporter. Puis je vois comment je réagis par rapport à ça. Ouais, et il y aura forcément des choses qui vont m'arriver avec sûrement des moments inconfortables, des moments à traverser, voilà. J'ai pas envie de, tu vois, je me dis pas, j'ai envie de découvrir telle part de moi, j'ai envie d'essayer tel truc, pas spécialement. Si je regarde vraiment dans le cœur, dans le fond, hein, qui est au-delà du divertissement. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. On arrive à la fin. Hem, Est-ce que tu aurais un mot, une réflexion, un partage, une Mmh. anecdote, sur laquelle tu as envie de t'exprimer, nous partager avant de terminer? L'authenticité, ouais. Je pense que c'est intéressant d'être, dans son authenticité, dans son humilité. Hem, je sais pas si j'ai un message à faire passer particulièrement, tu vois? Non, ça peut Mais, être mais, qui est de dire, ouais, inviter à se connecter à ses à l'ouverture de son cœur,
authenticité, à sa vérité. Que, que, chaque parcours de vie est singulier. Que on tel qu'on est, c'est évolutif. Voilà. On est à un endroit, on a une histoire, tout évolue, tout change. Voilà. J'aime pas les étiquettes. Voilà. Ah, toi, tu bipolaire, toi, tu es TDAH, toi, je sais pas quoi. Non, en fait, tout ça, c'est évolutif, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que rien n'est immuable, tout change. Donc observez ça, en fait. Voilà. Avec cœur et authenticité. Bon, en tout cas, moi, c'est un peu ça, c'est comme ça que je vois ma vie. Ouais. Mmh. Mmh. Avec quoi tu repars, comment tu te sens et avec quoi tu repars de cette interview, de cet échange? Je me sens, joyeux, je me sens, honoré de cet échange qu'on a eu, de cet espace que tu m'as offert. Je me sens, comme quelque chose qui se boucle. Voilà, je parlais de choses différentes. J'ai vécu beaucoup de boucles avant, donc quelque chose de ouais, quelque chose qui me ton corps s'est posé, c'est tranquille. Voilà, je donne ça, à l'écoute des autres personnes, donc je livre une part de moi, donc il y a une petite chose un petit peu fébrile comme ça. Mmh. En tout cas Mmh. j'ai essayé d'être le plus authentique possible et pour moi, c'est important et ça me met en joie. Mmh. 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 Et Merci. merci beaucoup Loïc pour cet espace. Merci pour, ce que tu offres. Voilà, et pour ce temps-là. Mmh. Avec plaisir, ouais, moi je repars avec de la légèreté, de la présence, d'avoir passé un bon moment avec toi, à t'écouter et j'ai bien aimé, remettre le doigt, pardon, sur cet homme de devoir, sur cet homme qui tient jusqu'à pouf, ah, ah non, ça tient plus et puis il y a cette importance du corps, en fait. Du corps et de se faire accompagner, donc je repars avec ça, mais ouais, merci Bernard, pour, ton témoignage et puis j'aurais aimé un endroit qu'on se le fasse en présentiel, mais c'est ainsi. On aura peut-être d'autres alors j'espère qu'on aura des occasions de se voir, effectivement en présentiel, pas forcément pour enregistrer un podcast, mais avec grand, grand, grand plaisir, ouais. Voilà, mon pays ardéchois t'accueille avec joie. Il est pas loin et ouais, il peut être potentiellement entre mon pays d'adoption et mon pays d'origine, entre Grenoble et Mmh. Bayonne, donc Mmh mh. je me pense un peu. Voilà, bon, on prend pas rendez-vous, mais presque. Moi, merci en tout cas Bernard. Je te souhaite une belle journée et puis de toute façon au plaisir que nos chemins se recroisent. Ouais, également, avec grand plaisir. Ouais, salut Loïc. Salut Bernard. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.